Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. Politique et économie n'ont jamais été autant mêlés aujourd'hui et c'est vrai qu'on se demande tous si un accord sera trouvé, si on aura un budget, s'il sera censuré. Qu'est-ce qui se passe dans tous les cas de figure? Si on fait une petite arborescence et on regarde tous les cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Tiens, si Sébastien Lecornu tombe sur le budget, imaginons le pire, il tombe, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Est-ce que les investisseurs vont continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, être relativement bienveillants et qui continueront à nous financer sans accroc notre dette publique française? Le taux à 10 ans auquel s'endette la France sert à financer le reste de l'économie, les prêts à l'immobilier, les prêts pour les entreprises. Oui, mais il faut comprendre que personne ne croit que la France fera défaut. D'abord, la France ne fera pas défaut, puisque le défaut de la France, ça serait la fin de l'euro. Et donc on sait que la Banque Centrale Européenne interviendrait. Donc la France ne fera pas défaut. Donc ça limite la dégradation des conditions d'emprunt du Trésor. Donc on peut continuer à les déficits à 5%? Non, parce qu'à un certain moment... Pourquoi s'auto-infliger des thérapies douloureuses de réduction à marche forcée du déficit? Oui, mais il y a un certain... Il n'y a pas de problème de financement. On regarde les dernières adjudications du Trésor, elles sont couvertes 2,35 fois. Enfin, la demande, c'est 2,35 fois la quantité offerte. Et donc, c'est un problème de taux. Et la bonne problématique, je pense, c'est à quel niveau est-ce que le Trésor français refuse de payer ce que les investisseurs demandent pour lui prêter. On ne sait pas ça. Alors on ne sait pas, mais c'est ça la question, c'est ça la bonne question, parce qu'il n'y aura pas d'explosion des conditions d'emprunt de la dette. À nouveau, personne ne croit à un défaut de la France. Il y aura, puisque le taux d'endettement public va, peut-être on va en parler, va continuer à augmenter, il y aura une exigence de rentabilité de ces prêts à la France de plus en plus élevée, et donc probablement on sera à 100 points de base vis-à-vis de l'Allemagne à la fin de cette année. Et puis peut-être, alors j'invente parce que c'est très difficile à dire, mais à 120, 130 points de base à l'été prochain. Mais il n'y aura pas de crise brutale, il y aura probablement une dégradation lente des conditions auxquelles la France se finance. Et donc la problématique, ça sera jusqu'à quel point l'État français accepte de s'endetter à un taux d'intérêt qui est de plus en plus élevé et qui est déjà aujourd'hui nettement plus élevé que la croissance. Aujourd'hui, la charge d'intérêt, c'est 60 milliards d'euros. Et dans quelques années, ça sera 100 milliards. Oui, parce que même si on pense que le taux d'intérêt d'aujourd'hui restera le taux d'intérêt perpétuellement, ça veut dire que la dette française, c'est presque 116% du PIB. Si vous appliquez ça à un taux d'intérêt de 3,60, 3,70, qui est la fourchette aujourd'hui, vous voyez qu'on va vers 120 milliards d'euros d'intérêt sur la dette lorsqu'on aura roulé l'ensemble de la dette. Et donc, c'est ça la problématique, c'est-à-dire... Tous les ans, la France devra payer, d'ici peu bientôt, 120 milliards. Oui. Tous les ans aux créanciers de la France. Oui, Ils sont parfois français d'ailleurs ou étrangers. Ça fait 4 points de PIB, mais on a déjà payé 4 points de PIB dans le passé, dans les périodes de taux d'intérêt élevés. Donc c'est ça la borne, c'est à quel moment le gouvernement décide qu'il faut vraiment serrer le budget pour arrêter la dérive du taux d'endettement d'emprunt de la France. Mais à nouveau, la France n'a pas de déficit de la balance courante, où il est très petit cette année. Donc on ne peut pas avoir une crise de balance des paiements, c'est-à-dire une crise où c'est l'ensemble du financement de l'économie qui s'arrête. On ne peut qu'avoir une crise de la dette publique, il n'y a pas une crise du financement du secteur privé. Et une crise de la dette publique, d'abord, et le risque de crise de la dette publique est très limité par le fait, à nouveau, que tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut. Et donc le scénario d'une chute de ce troisième gouvernement n'effraie pas ça coûterait 5 ou 10 points de base de taux d'emprunt, mais ça serait pas catastrophique. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que les investisseurs se mettent vraiment à avoir peur? Il faut une démission du président, il faut une dissolution avec un résultat incertain. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça se tende vraiment? Ce n'est pas de l'économie, c'est de la sociologie. Les investisseurs auxquels on parle auraient peur si la France insoumise arrivait au pouvoir. Et dans toute autre configuration, ils considèrent qu'il y a une alternance démocratique et que ce n'est pas vraiment un problème. Et donc une absence de budget ne serait pas une catastrophe pour les investisseurs? Non.
Non, mais à nouveau, quelle que soit la situation, c'est très différent de la Grèce ou du Portugal. La Grèce ou le Portugal, on pensait qu'ils pouvaient faire faillite en 2010, La personne n'y 2011. croit. Personne n'y croit parce qu'il y a la BCE qui est derrière. Et parce que c'est impensable qu'un pays qui représente d'abord la moitié des émissions de dette européennes et qui a 3 400 milliards d'encours de dette, dont 55% est détenu par non-résidents, soit laissé faire faillite par la Banque centrale qui gère l'euro. Donc il n'y aura pas de faillite de la France. Et donc, à nouveau, il n'y aura pas de crise brutale. Il y aura à nouveau des exigences de taux d'intérêt qui croîtront dans le temps, comme on le voit depuis la dissolution. Qu'est-ce que vous préférez, Patrick, qu'on ait un budget, mais avec des choses dedans atroces, ou qu'il n'y ait pas de budget? Alors, moi, je pense qu'il faut... Parce qu'il faut réussir à aligner quand même le PS, LR et le Bloc central. Alors, le problème, c'est qu'on fait que de la politique. Et que le Premier ministre fait que de la politique, il veut tenir jusqu'aux élections présidentielles, mais il faudrait faire un peu d'économie. Alors, il y a deux bonnes questions à se poser en économie. Un, qu'est-ce qui pourrait pousser les Français à épargner moins ? Et parce que le taux d'épargne des ménages français, c'est presque 19%, il monte continuellement. Et si le taux d'épargne baissait, ça relancerait à court terme la demande. On sait que ce sont les plus aisés qui ont de l'épargne. Alors c'est les plus aisés qui ont de l'épargne, et les plus aisés sont très inquiets, etc. Et donc probablement, il faudrait un programme d'assainissement budgétaire crédible. Et les expériences internationales montrent que le taux d'épargne peut baisser, ce qui compense le serrage de vis budgétaire, plutôt quand il y a une baisse des dépenses publiques que quand il y a une hausse de la pression fiscale. Il y a deux mécanismes. La baisse des dépenses, ça fait réviser à la baisse les anticipations de hausse des impôts, puisqu'on baisse les dépenses. Et puis, il y a un mécanisme de substitution. Si l'État dépense moins, par exemple sur la santé, les ménages sont obligés de dépenser plus. Et donc, ça fait de la consommation des ménages forcée par le retrait de l'État, et donc, c'est un mécanisme stabilisant qui fait que quand vous avez une diminution du déficit public, vous avez une baisse du taux d'épargne des ménages aussi. Oui, sauf que là, la baisse du déficit public va venir essentiellement, on ne parle que des hausses d'impôts, là. Et alors, le problème, c'est qu'il faut avoir une trajectoire de long terme. Et alors, aujourd'hui, on discute, c'est mon deuxième point, on ne discute que du budget de 2026. Et il faut qu'il y ait des baisses crédibles de dépenses. Et alors, le deuxième sujet, c'est qu'on a complètement perdu la problématique de long terme. En gros, la problématique du rapport Draghi. Plus personne ne parle des investissements nécessaires dans la transition énergétique, dans le numérique, dans l'éducation. Et le vrai problème de la France, c'est qu'il n'y a pas de gain de productivité et qu'il y a un taux d'emploi bas. À nouveau, s'il y avait des gains de productivité et si on avait un taux d'emploi qui montait vers le niveau des taux d'emploi des pays du Nord, de l'Europe ou de l'Allemagne, on n'aurait aucun problème budgétaire. Et donc, ça n'intéresse plus personne. On ne parle que d'augmenter la pression fiscale sur telle catégorie et pas sur telle autre, d'augmenter tel impôt pour pouvoir baisser tel impôt. On est vraiment champion d'Europe ou du monde de la pression fiscale. Oui. Je ne sais plus qui me disait que quand on retire les cotisations retraite, il faudrait retirer ça. On est dans la moyenne. Je crois que c'est Xavier Timbaud de l'OFCE qui m'expliquait ça. Oui, mais enfin, pourquoi retirer les cotisations retraite ? Donc, mon point, c'est on ne donne aucune perspective de long terme. Alors, par exemple, la Suède, à la fin des années 1990, a fait une réforme de l'État qui convainquait tous les Suédois que l'État allait se réformer, allait être moins coûteux. Effectivement, il y a eu 20 points de PIB de baisse de la dépense publique. On verra jamais ça en France. Dont 10 points légitimes, parce que 10 points, c'était du report sur la dépense privée. Mais l'État suédois a fait vraiment 10 points d'économie en passant au système des agences, en ayant des responsabilités très très claires sur chaque segment du rôle de l'État. Et alors, on ne parle plus de ça. On ne parle pas de réforme de l'État, on ne parle pas de problématiques de long terme. Et donc, on n'a aucune chance de faire redémarrer la productivité et qui est 2,5% plus basse en France qu'en 2019. Si vous n'avez aucun gain de productivité
Et quand les réformes des retraites auront cessé d'avoir des effets additionnels, vous aurez une croissance nulle. Et donc aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de lutter contre cette perspective de croissance nulle. En croissance nulle, vous pouvez faire toutes les manipulations fiscales que vous voulez, il n'y a rien à distribuer, quoi. Est-ce que, encore une fois, les Français, quand on leur pose la question, ils sont d'accord pour réduire les dépenses publiques? Non. Alors, ils sont d'accord. Sur le principe. Alors, sur le principe, il y a 70% des Français qui disent qu'il faut réduire les dépenses publiques, mais alors, quand vous regardez le détail, ils ne sont pas d'accord pour ne pas indexer les retraites, ils ne sont pas d'accord pour repousser l'âge de la retraite, ils ne sont pas d'accord pour faire des économies sur les dépenses de santé, etc. Et donc, point par point, les Français refusent absolument, entre 70 et 80% des Français refusent absolument qu'il y ait des économies de dépenses publiques qui soient faites. Et donc, alors ça, c'est extrêmement difficile parce que donc il n'y a pas une volonté de faire un effort collectif pour assainir le compte public. Il n'y a aucune prise de conscience de la situation. Aujourd'hui, quelle est la situation? Pour stabiliser le taux d'endettement public, il faudrait réduire le déficit public primaire, c'est hors paiement d'intérêt sur la dette, de plus de 4 points de PIB. Non, mais ça ne fait pas rêver, pardon, on ne se lève pas le matin en se disant « Oh là là, génial, oui, mais notre seule ambition en France, c'est de réduire de 4 points de PIB. » C'était mon point d'avant. Et donc, c'est monstrueux comme effort. Ouais. Mais si vous associez ça à des politiques d'éducation, d'innovation, d'investissement dans les nouvelles technologies, d'investissement dans la transition énergétique, vous donnez une dynamique à ce programme fiscal. Le problème, c'est que les politiques aujourd'hui ont un seul objectif, c'est de réduire le déficit public suffisamment pour que les marchés ne se fâchent pas. Mais ils n'ont aucun objectif de moyen terme, et on n'entend rien qui soit susceptible de sortir de cette environnement. On entend en tout cas à court terme le pouvoir d'achat, on peut comprendre des Français qui ont des problèmes pour rejoindre les deux bouts et les fins de mois. Et donc on voit, alors il y a plein de choses dans le débat, apparemment il y aura des gestes qui seront faits de la part de Sébastien Lecornu en direction de la gauche et puis en direction des Français aussi qui ont le moins. On parle de quoi? On baisse de la CSG? Mais alors on parle sur les bas salaires, soit d'une baisse de la CSG, soit des cotisations sociales des salariés, compensées par une taxation des plus riches, une hausse de la TVA, une hausse de la CSG. Bon, mais il faut voir qu'on n'a pas de gain. Enfin, la productivité en France est 2,5% plus basse qu'en 2019. Le pouvoir d'achat du salaire par tête est 2,5% plus bas qu'en 2019. Donc, il n'y a aucune anomalie à ce qu'il y ait une baisse du pouvoir d'achat. Et ça résulte effectivement de la perte de productivité. Et il faut comprendre qu'en contrepartie, on a créé beaucoup d'emplois. Et il y a un autre problème de la France, c'est que la France refuse de créditer cette politique des créations d'emplois. Donc on se focalise sur le fait que le pouvoir d'achat a baissé, il a baissé de 2,5% en moyenne, mais on a créé beaucoup d'emplois. Donc on a fait rentrer dans le marché du travail avec des salaires qui sont nettement supérieurs quand même aux indemnités, au RSA, etc. Beaucoup de gens. Ils sont pas assez productifs. Mais non, ces gens sont moins productifs. C'est une des explications. Ouais. Bon, il y a d'autres explications du recul de la productivité. Les entreprises ne font pas assez de recherche-développement, on n'investit pas assez en nouvelles technologies, on a une industrie du numérique qui est extrêmement de faible taille, etc. Mais il faut voir qu'on a une politique qui était une politique, en gros, de redistribution du revenu national, pas au profit des salariés ayant un travail, mais au profit... Comment on fait, pardon, j'entends Patrick, mais comment on fait pour que le travail paye? Mais le travail ne peut pas payer plus que les gains de productivité. Alors, effectivement, on a ce qu'on appelle le wage en anglais, donc la différence entre le coût du travail pour l'employeur et le salaire net reçu par le salarié est de 46%. C'est 40% dans la moyenne des pays européens. Donc on a un écart très important. Et donc on peut se dire ça serait bien de redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus pauvres. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire ça d'une manière qui empêche de créer des emplois.
Et parce que les créations d'emplois, c'est quand même extraordinairement favorable, hein, et donc il faut pas oublier, dans le bilan de Macron, il y a effectivement le recul de la productivité et le recul Mais il y a les créations mais il y d'emplois. a des créations d'emplois. Et donc, On est à 7% de taux de chômage. oui, 7,5, mais enfin, je veux dire, on a créé beaucoup plus d'emplois que ce qu'on envisageait. Et donc, il faut préserver la possibilité de créer des emplois. Et puis, il faut nécessairement, cette politique de stimulation du pouvoir d'achat est limitée parce qu'il n'y a pas de gain de productivité, parce que vous êtes dans un jeu à somme nulle. Donc, tout ce que vous donnez à quelqu'un, vous devez le prendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas comme si on générait collectivement un surplus qu'on pouvait dépenser comme on veut. Je posais la question juste avant au magazine Marianne, et on se quitte là-dessus, Patrick. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire contribuer, les Français veulent que les plus fortunés contribuent plus? Comment on trouve, encore une fois, une mesure, une taxe, un impôt, une cotisation, une contribution, on l'appelle comme on veut, où les plus fortunés, ou voilà, qui touchent 1000, 2000, 3000, 4000 personnes en France, pas plus, qui rapportent un peu, sans, encore une fois, nuire trop, être trop néfaste à l'économie? Le plus intelligent, c'est pas la taxe Zuckman, ça serait une hausse des droits de succession, y compris incluant le patrimoine professionnel ou incluant une partie du patrimoine professionnel. Pourquoi vous me parlez de droits de succession? Parce que c'est les droits. Il y a deux manières de faire payer les ultra riches. Soit de les taxer chaque année sur leur patrimoine. Il y a tous les inconvénients qui ont été évoqués dans le débat sur la taxe Zuckman. Ça peut les décourager d'investir. C'est très difficile pour les entreprises qui sont nouvelles. Voilà. Donc, et la deuxième possibilité, c'est d'augmenter les droits de succession, y compris sur une partie. Sur les plus grandes fortunes. Les droits de succession, c'est très croissant. Après, c'est 40%, le taux le plus élevé. Oui, mais avec l'exclusion d'une grande partie du patrimoine professionnel, avec l'assurance vie, avec les... Enfin, voilà. Donc en réalité, le taux de droit de succession sur les plus fortunés est assez faible, hein. Il y a un très très bon rapport du Conseil d'analyse économique, hein, sur les... Donc concrètement, simplement, vous faites quoi alors? Vous taxez donc, vous augmentez les droits de succession. Si vous augmentez les droits de succession, y compris sur une partie plus importante du patrimoine professionnel par rapport à ce qui est taxable avec le pacte Dutreil, vous ne touchez que des entreprises matures. Vous touchez pas les start-up, vous ne touchez pas les entreprises qui sont en croissance forte. Vous touchez des entreprises dont le dirigeant... Ces gens-là s'en iront et... dans des contrées pas très lointaines, et revendront leur entreprise à nouveau, les Francs. Mais honnêtement, entre taxer chaque année le patrimoine professionnel, y compris d'entreprises qui ont besoin d'investir, qui n'ont pas de profit, ou taxer plus fortement des grosses successions, économiquement, c'est nettement préférable de taxer... Ça rapporterait combien? Ça dépend des taux, mais ça serait moins néfaste à l'économie. Ça serait beaucoup moins néfaste à l'économie, parce que d'abord, ça se prépare. Vous pouvez préparer de l'ouverture du capital, etc. On peut préparer le contournement aussi. Oui, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de contourner. Mais ça se prépare. Un dirigeant d'entreprise, il prépare sa succession, sa transmission 10 ans, 20 ans avant. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, ça ne touche pas les entreprises, les start-up. Voilà. Mais à nouveau, je répète mon point. On n'arrivera à des résultats dans ce pays que si on fait repartir les gains de productivité. Pour faire repartir les gains de productivité, il faut travailler sur le système éducatif, il faut travailler sur la taille des investissements en nouvelles technologies, il faut travailler sur la recherche. Travail au long cours. Oui, mais si vous donnez cette perspective-là, une hausse transitoire de la pression fiscale devient acceptable parce qu'on sait qu'on est dans une perspective de croissance et de redressement de l'économie. Et ce qui manque dans le discours politique aujourd'hui, c'est cette perspective de long terme. Allez, merci beaucoup. Donc, entretien, grande interview avec l'économiste Patrick Artus sur Boursorama, voire évidemment en replay également sur YouTube. Merci Patrick. Merci David.